Au cours du week-end dernier, le président russe Vladimir Poutine pensait qu'il pouvait mettre l'Ukraine sur la corde raide. Il a lancé la plus grande attaque de drones russes jamais réalisée contre l'Ukraine, envoyant des centaines de véhicules aériens sans pilote pour cibler les principales villes du pays. L'Ukraine n'allait pas accepter cela sans réagir. Elle n'a pas répondu par une massive attaque de drones de son propre chef. Et franchement, l'attaque de l'Ukraine était beaucoup plus efficace. Alors que Poutine ciblait les civils avec ses drones, la plus grande frappe de drones jamais réalisée par l'Ukraine a anéanti une usine de missiles russes juste à l'extérieur de Moscou. La cible de l'Ukraine était l'entreprise Raduga, qui se trouve dans la petite ville de Dubna, située dans l'oblast de Moscou. Il y a une grande raison pour laquelle cette usine était une cible. Elle était responsable de la production de nombreux missiles de croisière que la Russie utilise pour bombarder les villes ukrainiennes, presque quotidiennement. Le Kyiv Independent a publié le premier rapport sur la frappe. Il indique que les drones à longue portée de l'Ukraine sont arrivés à Dubna dans la soirée du 27 mai. Une fois sur place, ils ont pu contourner les importantes défenses aériennes que la Russie avait mises en place pour frapper, les chaînes de montage et les ateliers d'équipement de l'usine Raduga. Selon une source à laquelle le média a parlé, à partir de 3 heures de l'après-midi le 28 mai, ces deux endroits étaient toujours en flammes. La frappe était d'autant plus impressionnante qu'elle a touché une installation qui se trouve à seulement 80 miles de Moscou. Cela signifiait que l'Ukraine envoyait un double avertissement avec cette attaque. Non seulement cela a montré à Poutine une fois de plus qu'elle dispose de drones capables de frapper en profondeur sur le territoire russe, mais cela a prouvé aux leaders russes que ces drones peuvent atteindre Moscou chaque fois que l'Ukraine le souhaite. La nouvelle voix de l'Ukraine a également rapporté la frappe réussie de l'Ukraine, confirmant de nombreux détails partagés dans le rapport d'indépendance de Kyiv. Il a également noté que l'usine faisait partie de la corporation des missiles tactiques de Russie, et qu'elle fabrique plusieurs types de missiles air-air, air-sol et sol-sol. Parmi eux se trouve le KH-10, KH-555, KH-69 et le KH-59MK. Nous allons nous pencher sur tous ces missiles dans un instant. Une source qui a parlé aux médias a également confirmé la frappe du côté de l'Ukraine, en déclarant « Le service de sécurité de l'Ukraine continue de frapper avec une précision chirurgicale les entreprises clés du complexe militaro-industriel russe dont les produits servent d'armes dans la guerre contre l'Ukraine. » La source a ajouté un message glaçant clairement destiné aux oreilles de Poutine. Les sanctions du service de sécurité de l'Ukraine par drone contre l'arrière technologique de l'armée russe se poursuivront. Ainsi, l'Ukraine vient de détruire une installation responsable de la construction de centaines de missiles de croisière russes chaque année. Voici pourquoi c'est important. Raduga produit les 4 missiles que nous avons mentionnés plus tôt, chacun représentant une menace massive pour l'Ukraine. Parce que Poutine les a utilisés pour attaquer ses villes, ses civils et son infrastructure militaire. Commençant par le missile KH-101, Threat dit que ce missile est capable de transporter des ogives conventionnelles, qui sont lancées depuis des plateformes aériennes. Il est également spécialement conçu pour vaincre les défenses aériennes, et est capable de voler bas et de coller au terrain pour rester loin des hautes altitudes. Cela permet aux radars de défense aérienne de les repérer. Le missile transporte une charge utile de 882 livres, qui peut se présenter en 3 variétés, explosive, à fragmentation ou à sous-munitions. C'est aussi un missile à longue portée, car il est capable de voler jusqu'à 1739 miles. Cela le rend dangereux. La Russie peut envoyer ses jets dans le ciel, loin des lignes de front de la guerre en Ukraine, pour lancer ses KH-101 sans se soucier de la capacité de l'Ukraine à riposter. Du moins, c'était le cas. Maintenant, l'usine qui construit ces puissants missiles est en ruine. Le KH-55 n'est pas moins dangereux. Basé sur le KH-55 de l'époque soviétique, le missile est une arme subsonique à longue portée qui peut être chargée avec des ogives conventionnelles et nucléaires. Il est entré en service vers le tournant du millénaire et peut être tiré depuis les bombardiers stratégiques Tu-95, MS et Tu-160 de la Russie. Il est plus léger que le KH-101, le missile pesant plus de 2800 livres et étant toujours capable de parcourir un peu plus de 1550 miles. Cependant, la tête de missile est en réalité un peu plus petite, la taille maximale étant de 903 livres. Cependant, c'est plus que suffisant pour dévaster une cible s'il atteint son but. Ajoutez la précision à l'équation, car le missile est précis, jusqu'à une portée de 65 pieds. Et vous obtenez une arme terrifiante, même si c'est une arme qui peut être contrée par les systèmes de défense aérienne et les avions de chasse de l'Ukraine. Les coups continuent d'arriver avec le KH-69. Le 3e missile que l'Ukraine vient d'empêcher la Russie de construire est également un missile de croisière, bien que celui-ci ait été conçu par l'installation même de Raduga que l'Ukraine vient de décimer. Il est lancé par avion, capable de voyager à une vitesse subsonique, et a été spécifiquement conçu comme un missile de précision que la Russie peut utiliser pour attaquer des cibles de grande valeur.
Le Ka-69 porte une ogive plus petite que les deux autres missiles que nous avons couverts, avec la puissance explosive de l'arme pesant 683 livres. Cependant, il compense ce manque de puissance de feu comparatif en permettant à la Russie d'utiliser soit une ogive à haute explosion, soit une ogive à pénétration. Ce dernier est particulièrement important. Les ogives de pénétration sont conçues pour percer l'armure, comme le béton armé d'un dépôt de stockage d'armes, avant de livrer leur charge utile. L'arme a une portée plus courte, ne pouvant parcourir que jusqu'à 284 miles. Mais elle compense cela en atteignant des vitesses de 621 miles par heure. Ce n'est pas tout à fait la vitesse du son, mais c'est assez rapide pour faire du Kh-69 une menace certaine lorsqu'il était lancé aux côtés de drones Leur sur une cible ukrainienne. Enfin, il y a le Kh-59 Mark. Introduit en 2001, le missile a la portée la plus courte des quatre, car il n'est capable de voyager que pour 177 miles avant de devoir toucher le sol. Cela nous indique que la Russie a utilisé le missile beaucoup plus près des lignes de front que les trois autres. Il est probable que ce soit l'un des missiles lancés depuis les bases aériennes adjacentes à la frontière de la Russie, pour affaiblir les défenses de l'Ukraine, permettant aux forces terrestres de Poutine de s'y infiltrer. Le Kh-59 Mark est un missile air-sol guidé qui dispose d'une tête radar à homing actif, lui permettant de frapper des cibles au sol, dans presque toutes les conditions météorologiques. Il est à peu près aussi rapide que le Kh-69, et il transporte une ogive de 320 kg. C'est une arme éprouvée, testée et dévastatrice, à laquelle l'Ukraine doit faire face, en plus des trois autres missiles, que nous avons mentionnés presque quotidiennement. Ne vous y trompez pas, ces 4 missiles font partie intégrante de la stratégie aérienne que Poutine utilise pour bombarder l'Ukraine. La frappe de drone du 27 mai n'a pas détruit les installations de stockage que la Russie utilise pour protéger les missiles qu'elle a déjà construits. Dans l'immédiat, cela signifie que nous risquons de voir encore quelques-uns de ces 4 types de missiles être envoyés en Ukraine dans les mois à venir. Cependant, l'Ukraine a adopté une approche à plus long terme avec son attaque du 27 mai. En neutralisant la chaîne de montage et les capacités de production de l'installation Raduga, elle vient de mettre Poutine dans une situation très délicate. Le dirigeant russe peut continuer ses frappes de missiles pour le moment. Lorsque ses stocks seront épuisés, il ne pourra plus en construire avant que l'usine Raduga ne soit réparée. Si c'était tout ce que l'Ukraine avait accompli le soir du 27 mai, ce serait déjà assez impressionnant. Prendre une si grande part des capacités de production de missiles de la Russie contribue grandement à soulager la pression sur les forces ukrainiennes sur le terrain. Cependant, il y a plus, beaucoup plus. En plus de la frappe principale contre l'usine Raduga, l'Ukraine a ciblé plusieurs autres installations de production d'armes russes au cours des derniers jours. Parmi eux se trouvait l'usine de drones de Kronstadt, qui est responsable de la construction de l'Orion Grom, Molnia, et plusieurs autres types de drones que la Russie utilise pour bombarder les villes ukrainiennes. Encore une fois, les drones ukrainiens ont été fortement attaqués par les systèmes de défense aérienne russes. Ce n'était pas suffisant. Au moins certains des drones ont atteint leur cible, avec le Kiev Independent, rapportant que des résidents près de l'installation de Kronstadt montrent des vidéos montrant des drones survolant leur ville, et de la fumée s'élevant de l'emplacement de l'usine de drones. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Du 27 mai au 28 mai, l'Ukraine a également frappé l'installation de Angstrom Joint Stock Company qui est également située dans l'oblast de Moscou. L'usine produit des microcomposants que la Russie utilise dans beaucoup de ses armes, y compris les 4 missiles. L'Ukraine vient d'empêcher la Russie de construire avec l'usine Raduga. Considérez cela comme un coup double. Avec l'installation Angstrom hors service, la Russie pourrait avoir du mal à construire ses missiles, même si elle parvient à remettre Raduga en marche. L'Ukraine a également frappé l'usine de construction de machines NP Fyodorov Dubna, qui construit également des drones, une installation dans un parc technologique. Et la veille de l'attaque de Raduga, une usine chimique à Ivanovo a explosé. Cette usine est également importante. Elle est responsable de la création des produits chimiques organiques nécessaires à la Russie, pour fabriquer tout, du poudre à canon et des explosifs au carburant pour ses avions et ses fusées. Si les frappes contre Raduga et Angstrom constituaient un coup double qui a mis à mal les capacités de production de missiles de la Russie, la frappe d'Ivanovo était un coup de pied à la tête qui a mis fin au combat. Et comme si les choses ne pouvaient pas être pires pour la Russie, Poutine a dû faire face à un autre problème. Les attaques de drones de l'Ukraine ont également fermé un trio d'aéroports de Moscou. Les aéroports de Vnukovo, Joukovski et Domodedovo ont tous été contraints de cesser temporairement leurs opérations lorsque la horde de drones de l'Ukraine est arrivée, et la Russie a été contrainte de répondre avec des missiles de défense aérienne. Donc non seulement l'Ukraine vient de prendre une énorme part des capacités de production de missiles de la Russie, mais elle a semé le chaos. Cela a servi de rappel aux Russes du quotidien que l'Ukraine peut apporter la guerre. Poutine a commencé à rentrer chez lui pour se percher. Comment la Russie a-t-elle réagi à tout cela ? De la même manière qu'elle le fait habituellement. Elle essaie de cacher le fait que l'Ukraine vient de mener l'une des plus grandes et des plus réussies attaques de drones de la guerre.
La seule chose que la Russie admet, c'est que l'attaque de drones à Moscou était suffisamment importante pour fermer quelques aéroports. La Russie peut le faire parce que les fermetures d'aéroports sont monnaie courante. En ce qui concerne les assauts aériens de l'Ukraine, le pays veut que vous le croyiez. Les aéroports d'Otto ont été temporairement fermés pendant que ses défenses aériennes abattaient chaque drone que l'Ukraine envoyait dans sa direction. C'est confirmé par le ministère de la Défense russe, nous informant que ces défenses aériennes ont détruit 296 drones ukrainiens sur plusieurs régions pendant l'attaque. Bien sûr, il n'est fait mention d'aucun de ces drones atteignant leur cible, malgré les rapports de feu et de fumée émanant de nombreuses de ces installations. Si la Russie finit par commenter, elle dira probablement ce qu'elle dit toujours, que cela s'est été causé par les débris des drones qu'elle a abattus. À présent, nous savons que cette affirmation est un tas de balivernes. Ce que le ministère de la Défense russe a confirmé, c'est que ces attaques combinées représentent la plus grande frappe de drones unique que l'Ukraine ait jamais menée sur le territoire russe. Si nous supposons que la déclaration de la Russie sur l'abattage de 296 drones est exacte, et nous savons que l'Ukraine a touché au moins quelques-uns de ces drones, cela nous indique que l'Ukraine vient d'envoyer plus de 300 véhicules aériens sans pilote sur le territoire russe, le 27 mai et jusqu'au 28 mai, c'est énorme. Et cela nous amène à une question importante, pourquoi ? La réponse principale peut être livrée en 3 mots, œil pour œil. Ce n'est pas une coïncidence si la plus grande frappe de drone jamais réalisée par l'Ukraine intervient à la suite de la Russie, qui a bombardé l'Ukraine avec ses propres drones le week-end dernier. Selon le Kyiv Independent, la Russie a lancé plus de 600 drones, ainsi que des dizaines de missiles sur l'Ukraine, entre le 24 et le 26 mai, avec la plus grande de ces frappes survenant dimanche. Ce jour-là, la Russie a envoyé un nombre record de 355 drones en Ukraine, tuant 6 personnes et en blessant au moins 24. Pendant le crescendo de ces attaques de week-end, des missiles faisaient également partie de cette journée record. Le Kyiv Indépendant rapporte que la Russie a lancé 9 missiles de croisière K et H-101 depuis ses bombardiers Tu-95 modifiés pour accompagner les 355 drones. Beaucoup de ces drones étaient des Shahids de type attaque fabriqués par l'Iran. Bien que la Russie ait également envoyé des drones leurs pour confondre les défenses aériennes de l'Ukraine, ces types d'attaques, accompagnés des missiles, ont pu percer. L'Ukraine a opposé une forte réponse à cette attaque. Les drones leurs n'ont pas empêché ces défenses aériennes de les abattre. Les 9 KH-101 ainsi que 233 des drones de la Russie. 55 autres ont été neutralisés à l'aide de tactiques de guerre électronique, affirme l'Ukraine. D'autres disparaissant simplement des radars ukrainiens. La frappe du 26 mai est également venue à la suite de la Russie, qui a envoyé 298 drones en Ukraine la veille, ce qui a en soi battu le record de la Russie pour une attaque de drones de 24 heures. Les frappes étaient aussi intenses que la Pologne aura été contrainte de mettre ses défenses aériennes en état d'alerte élevé au cas où elle devrait répondre à un drone russe. Cela les plantes à mal tourner. Ce que nous venons de voir à Raduga est un message de l'Ukraine à la Russie. Vous pouvez envoyer des centaines de drones pour attaquer nos villes, mais nous pouvons faire de même en retour. Seule l'Ukraine ne frappe pas les villes où Poutine vise à terroriser les civils. Pour obtenir ce qu'elle veut, l'Ukraine cible les installations qui lui permettent de mener ses frappes. L'Ukraine a frappé l'installation qui a construit le missile même qu'elle a été forcée d'abattre juste quelques jours plus tôt. Elle a également détruit une paire d'usines de fabrication de drones, ainsi que les missiles de soutien qui fabriquent des composants et des produits chimiques dont les missiles russes ont besoin. En parlant de missiles, cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle l'Ukraine a frappé Raduga et plusieurs installations de soutien. Elle doit minimiser la menace que représentent les missiles de Poutine, comme l'ont montré les frappes russes du 26 mai. La stratégie de Poutine, 3 ans après le début de la guerre, se résume souvent à utiliser ces missiles à longue portée pour terroriser l'Ukraine. Certains de ces missiles visent des cibles militaires légitimes. Beaucoup, comme nous l'avons vu ce week-end, ciblent les civils ukrainiens. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, a publié quelques articles qui soulignent à quel point les frappes de missiles russes contre l'Ukraine sont intensives. En octobre 2024, le Centre d'études stratégiques et internationales a publié un article qui révélait que la Russie avait lancé un stupéfiant 11 466 missiles sur l'Ukraine entre le 28 septembre 2022 et le 1er septembre 2024. Cela revient à une moyenne de 23,2 missiles lancés par jour, bien qu'il y ait eu plusieurs jours où la Russie en a lancé davantage. Plus précisément, le Centre d'études stratégiques et internationales pointe 17 jours pendant sa période d'études, où les lancements de missiles de la Russie ont dépassé 82 missiles en 24 heures. Souvent,
Ces journées plus intenses accompagnent les défenses sur le terrain, bien que la Russie les utilise parfois en réponse à des évolutions du champ de bataille qui ne se passent pas comme prévu. Nous pouvons faire un rapide calcul pour cela. La période d'étude couvre approximativement 24 mois des frappes de missiles de la Russie. Cela nous permet de déterminer que la Russie tirait approximativement 477 missiles sur l'Ukraine par mois entre septembre 22 et septembre 24. Il y a eu 8 mois supplémentaires de combat depuis que le Centre d'études stratégiques et internationales à Biolier a publié ces chiffres, en supposant que la Russie a maintenu le même volume de frappes de missiles entre le 24 septembre et le 25 mai. Cela représente environ 3800 missiles supplémentaires à ajouter aux 11 466 que le Centre d'études stratégiques et internationales met en évidence. Pas étonnant que l'Ukraine vise les installations de production de missiles de la Russie. Les assauts de missiles de Poutine sont incessants. Un second article du Centre d'études stratégiques et internationales, publié en février 2025, souligne à quel point les missiles de la Russie sont destructeurs. Cette fois, l'article a étudié le taux d'interception de missiles de l'Ukraine entre septembre 28 2022 et octobre 6 2024. Au cours de cette période d'environ 2 ans, l'Ukraine a réussi à abattre 84,1% des missiles et des drones que la Russie a envoyés en Ukraine, nous donnant un taux de réussite d'interception approximatif d'environ 4 sur 5. Encore une fois, un calcul rapide révèle l'ampleur du problème. Si nous prenons le chiffre de 3800 missiles que nous avons trouvé plus tôt qui couvre la période du 24 octobre à aujourd'hui, les statistiques du Centre d'études stratégiques et internationales nous montrent que l'Ukraine a réussi à détruire 3198 de ces missiles. Cela laisse environ 604 qui ont réussi à atteindre leur cible, ou du moins n'ont pas été détruits par les défenses aériennes et la guerre électronique. C'est 604 de trop. Et cela prouve que, aussi efficaces que soient les défenses aériennes de l'Ukraine, elles ne sont pas parfaites. Elles ne peuvent pas l'être. L'Ukraine doit probablement choisir quels missiles elle cible en raison de ses stocks limités de munitions. Elle doit éliminer ses hordes constantes de menaces aériennes. C'est là que réside le problème. Poutine sait qu'il peut percer les défenses aériennes de l'Ukraine avec de simples nombres. C'est une extension des tactiques de vagues humaines qu'il utilise au sol. Il suffit de continuer à envoyer de plus en plus, jusqu'à ce que les stocks de l'Ukraine soient épuisés, ou qu'un petit pourcentage de ce que vous envoyez perce. Toutes ces informations sont importantes car elles offrent un contexte supplémentaire pour la frappe de Raduga. Oui, l'Ukraine voulait se venger de ce que la Russie a fait pendant le week-end, en prouvant qu'elle pouvait frapper Moscou avec des hordes de drones tout aussi grandes que celles que Poutine envoyait en Ukraine. Cependant, l'Ukraine n'allait pas être stupide à ce sujet. Ce que nous avons vu les 27 et 28 mai était une série d'attaques très coordonnées conçues pour frapper au cœur des capacités de production de missiles de la Russie. Bien que la vengeance ait pu être un facteur de motivation pour l'Ukraine, la véritable raison de ces frappes est qu'elle veut réduire le nombre de missiles que Poutine peut lancer sur son territoire. La destruction des installations de stockage de missiles n'aurait pas fait l'affaire. La Russie pourrait toujours construire plus de missiles, en détruisant les usines que la Russie utilise pour fabriquer ces missiles. L'Ukraine vient de créer un énorme problème à long terme pour Poutine, que le dirigeant russe devra résoudre s'il compte continuer son approche centrée sur les missiles. Oh, et ça ne fait pas de mal que la frappe de l'Ukraine a également fermé certains des aéroports de la Russie. C'est aussi devenu une tactique clé, à partir de 2025 seulement. Il a utilisé ses hordes de drones pour forcer un stupéfiant 217 fermetures temporaires d'aéroports en date de mai. 22e. C'est plus de fermetures en moins de 5 mois que la Russie a été forcée de faire en 2023 et 2024 combinés. Il y a une méthode derrière cette stratégie. Comme l'explique le porte-parole de la division sud de l'armée de défense ukrainienne, Sahib Ratchouk, Moscou étant le plus grand hub aéronautique de la Fédération de Russie. Les vols vont partout, pas seulement à travers la Russie mais dans le monde entier. Il s'agit de la désintégration potentielle des régions russes et de l'affaiblissement du contrôle interne. En d'autres termes, Poutine utilise des attaques de drones contre les installations militaires russes pour porter l'invasion de Poutine au peuple russe, d'une manière qui n'exige pas que l'Ukraine tue des civils. La plus grande attaque de drones jamais réalisée par l'Ukraine sur Moscou vient d'ajouter 3 autres fermetures d'aéroports à la liste. Et il y a de fortes chances que l'Ukraine ne fasse que commencer avec sa nouvelle stratégie aérienne, a déclaré l'Ukraine. Donc il y a plus à venir, alors que l'Ukraine réduit les capacités de construction d'armes de Poutine. Que pensez-vous de la plus grande frappe de drones jamais réalisée par l'Ukraine? Était-ce une réponse adéquate à ce que Poutine a fait en Ukraine pendant le week-end? Quel impact la perte de plusieurs missiles et installations de production de drones aura-t-elle sur la Russie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour plus de vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine.